Bon, ben, je vais honorer mes propos. Dans le dernier balado, j'ai dit que je gardais ça pour maintenant. Je trouve que c'est un peu moins chaud d'actualité, mais bon, de toute façon, quoi, à 2 ouvertures par semaine, 10 mois par année, je ne vais pas cracher sur une ouverture gratuite. OK, encore. Fait que le torpedo, là, encore. Ben, j'en ai besoin de quelques-unes. Ça traîne par terre. Ça, voilà. Est-ce que c'est du contenu gratuit? J'irai pas jusque-là, mais c'est dans cette mouvance. Donc là, il y a un bâton. Déjà, on voit tout de suite que c'est pas un sport sérieux quand un bâton, un nouveau bâton, remet... Est-ce que ça remet en cause quoi que ce soit? Non. Bon, OK. Fait que donc, c'est un sport sérieux. Oui, voilà. exactement. Phew! Là, c'est parce que je disais mardi, on parlera du torpedo quand Marc-Antoine va être là. Le Marc-Antoine, il aime ça, le baseball. Oh oui, mais bon. Écoute... As-tu essayé le torpedo? Non. Non. Es-tu curieux? Ben, il faudrait que j'essaye juste un bâton, autre chose qu'un bâton en aluminium, ça serait un bon départ pour moi. Là. Tu sais que c'est pas permis au baseball majeur. Non, j'ai eu vent. T'es bon, toi. Hein, c'est ça, moi. T'es bon, ouais. J'ai su sentir les branches. On va faire quelqu'un avec lui. Après 8 ans. Commence à avoir un peu de littératie en baseball. Si le hockey s'est tourné sans se gêner vers les bâtons en composite en se disant, ben oui, ça va améliorer la qualité des lancers frappés, même si ça casse plus souvent que les bons vieux Sherwood ou les Christian ou les Vic. Moi, j'avais un Canadien. Ah, c'est bon, ça. Moi, j'avais un Torspo. J'ai pas de torpedo, mais j'avais un Torspo. Ah, ça me dit rien. C'était le bâton de Mats Naslund. Ah, voilà. Le Mats Naslund, c'est ça. Ça me dit pas grand. Non, mais... Ben, ça me dit, là. Mais t'es trop jeune. Je trouve, voilà. Anyway. Ouais. Mais c'est ça. Si ça se fait au hockey, pourquoi pas se faire au baseball? Ben, c'est intéressant, ça. Est-ce que... Parce qu'on n'a pas insisté tant là-dessus, ou enfin, oui, là, ponctuellement, mais c'est vrai que le bâton en graphite qui snap, là, c'est un niveau de révolution. Je pense pas que le torpedo soit à ce niveau-là. Si on essayait de faire une comparaison rapide... Là, ben, on ne sait pas encore, mais écoute, la flexibilité des bâtons en composite, ça a changé le hockey. Ben oui. Les gardiens ont vu... les gardiens ont fait ce face-là, à peu près. Les tirs sortent comme des boulets de canon. Puis au départ, c'était des bâtons en aluminium. Le premier changement... majeur qui est arrivé. Il y a eu le fibre de verre aussi beaucoup par rapport au bois. Titan, dans les années 80, il est arrivé avec les bâtons en fibre de verre. Après ça, l'aluminium. Les bâtons en composite ont changé la donne considérablement. Au baseball, ce qui est admirable, c'est que l'utilisation continue des bâtons de bois pendant 150 ans faisait en sorte que les records, tu pouvais comparer les records. Ouais. Même balle, même bâton. Alors que, tu sais, au tennis, les raquettes ont changé, les balles ont changé. Tous les sports. Au baseball, tu sais ça, tous les sports où tu as des... où tu as des appareils. En course, tu sais, les chaussures ont changé plein de choses. C'est ça. Alors, mais je trouve ça fascinant qu'au baseball, il y a quelqu'un qui a regardé le bâton de bois puis qui a dit, c'est comme ça depuis 150 ans, mais on pourrait peut-être l'améliorer, tu sais, puis on a déplacé la surface de contact, là, ce que les gens de baseball appellent le sweet spot du bâton. On l'a amené un peu plus vers le bas pour effiler un peu plus la partie la plus éloignée. Et ça semble fonctionner. À date, j'ai hâte de voir à la fin de la saison si ça va avoir un effet significatif. Mais là, l'échantillon est court. Je regardais Elie de la Cruz, le fabuleux joueur d'arrêt court des Reds de Cincinnati. J'allais le dire. A utilisé ce bâton-là pour la première fois dans un match cette semaine. Et il a frappé 2 circuits, 6 points produits. Son meilleur match en carrière. Donc, penses-tu qu'il va le réutiliser? Ben, je pense qu'il va le réutiliser. Et ça doit plus convenir à certains élans qu'à d'autres, là, mais j'ai hâte de voir à la fin si les gars qui l'ont adopté vont avoir connu la meilleure saison de leur carrière. Et c'est parfaitement... La définition d'un bâton dans le livre des règlements est tellement pas large, mais simple qu'on peut apporter ce genre de modification-là. Fait que, très intéressant. Ah, le baseball majeur qui entre dans la modernité. Qui aurait cru? Oui. Il reste plus que toi. Voilà. Ben, moi, je vais rester quand même, je pense. Je suis bien. Je suis bien là où je suis, ouais. D'accord. Bon, sinon, c'était un bon début. C'était un bon début de saison. J'en sais absolument rien. Oui, très intéressant. Est-ce que Guerrero Junior s'en va à New York? Il me semble que j'ai vu ça. Il va quitter Toronto, en tout cas, ça, c'est clair. OK. Mais... Il va y avoir beaucoup de baseball dans cet épisode-ci. Là. Alors, je vous avertis. Là, Ah oui? Oui, il va en avoir. Alors, restez là! Qui va passer au bat?
Ah! C'est ça la question. À la 23e minute, la réponse. OK, aujourd'hui, du bonheur partout, l'effet Kapanen et Jobu est vivant. C'est tellement OK. Épisode 394. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, mes hommages. Je m'appelle Alexandre Coupal. On squeeze tout le jus, là. Tu sais, fait que je sais, la foule, elle nous remplit de jus souvent, tu sais. Ça, on apprécie ça, puis on a besoin de ça. Mais c'est le fun d'avoir des matchs où tu squeezes pas tout le jus. Fait que, tu sais, puis c'est un... Tu viens de battre 2 games, une différente équipe en Floride, puis là, mais tu sais, les Bruins qui arrivent, qui sont à une différente étape présentement. Tu sais, fait que tu veux... C'est pas une game que tu veux te mettre dans le mode comme on est arrivé à Philadelphie, tu sais, qu'il faut apprendre de ce game-là. Là. Apprendre, là, c'est fini, cette saison-ci. Il faut exécuter. Je pense que c'est ça ce qu'on a fait à soir. Martin Saint-Louis, après cette victoire du Canadien contre les Bruins, une victoire telle une balade dans le parc. Un petit jeudi relax au Centre Bell. Le narratif a beaucoup été des destins croisés de ces deux équipes-là. Et c'est vrai que pour une raison X, c'est jeudi matin que j'ai fait « Ah, les Bruins! » Je l'avais comme pas en tête en début de semaine. Et c'était effectivement la première impression qui m'est venue, celle de, c'est ça, de deux équipes là, qui se croisent alors qu'elles s'en vont pas pantoute dans la même direction. Et ce sentiment-là, je pense que tout le monde l'a eu. Et c'est exactement à la croisée des chemins que ce match-là s'est joué. Absolument. Puis sûrement que le soir venu, quand tu as regardé l'alignement de cette équipe-là, tu as fait « Ah, les Bruins? » T'as un peu, là. C'est qui, lui? Hein? C'est ça. C'est qui? Who are those guys? Il est où, Puce? Puis... Ben, il est blessé. Moi, je sais, mais ça aidait pas, ça. C'est quand même fascinant que quand tu penses à l'équipe qui a eu le record de victoire il y a 2 ans dans la Ligue nationale, aujourd'hui, il y a 6 joueurs de cette équipe-là, il y a 2 ans, qui sont encore avec l'équipe. Puis là, ça inclut Jakub Lauko, qui n'avait pas joué beaucoup. J'avais même omis dans mon texte d'hier. Mais c'est une équipe qui a changé de visage extrêmement rapidement. La débarque a été solide. Plus tôt cette semaine, Brad Marchand est à Montréal, évidemment, avec les Panthers de la Floride. Puis il dit, encore plus que... Il dit, moi, j'aurais voulu passer ma carrière à Boston, mais plus encore que les négociations de contrat, ce sont les circonstances liées aux performances de l'équipe, puis au fait qu'on s'est placé... Les Bruins se sont placés en position où ils allaient être vendeurs tout azimut. C'est ça qui a vraiment changé la donne. Puis je pense que on l'attendait depuis longtemps, là, ce déclin-là, mais qu'il soit aussi abrupt. Ça, je pense que ça a pris du monde par surprise. On a un collègue, nous, qui l'avait prédit, ce déclin-là. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais, Avant-gardiste. Voilà, avant son temps. On parlera des Bruins parce que, moi, c'est une équipe, comment je dirais ça? C'est l'adversaire du Canadien avec lequel j'ai le plus de Êtes-vous des fans de Brooklyn Nine-Nine? Non. Juste de baseball. Juste de baseball. Est-ce qu'il y a du baseball là-dedans? Non, on connaît pas ça. Le personnage principal a un ennemi juré, mais ils sont comme amis aussi. Tu sais, moi, c'est les Bruins et le Canadien, il y a un peu de ça. Ce qu'ils appellent en anglais un nemesis. Ouais. C'est que dans le fond, c'est que tu vis, entre autres, à travers... C'est ça. Tu te définis, entre autres, à travers ton ennemi. Mm-hmm. Oui, et j'ajouterais qu'il y a comme, dans ma perception, de l'affection qui s'est développée. Puis, ils sont à un tournant important, mais gardons ça pour plus tard. Avant, faisons la liste de tout ce qui va bien chez le Canadien, Martin. Par quoi on commence? Écoute, Cole Caulfield, Nick Suzuki, Slavkovski, Henneman... Oublie pas, là. Lane Hudson, oublie pas. Non, écoute... Mais ça va, tu sais, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, le match contre les Bruins me faisait peur, même s'ils sont très mauvais, puis qu'ils sont dans le bas du classement, puis qu'ils avaient perdu 9 matchs de suite, parce que je me rappelais du match contre les Flyers la semaine précédente, et quand tu as une équipe qui
moins mature. Tu sais, c'est quand même une jeune équipe, le Canadien. Et c'est humain. Là, même les équipes, les très bonnes équipes de la Ligue, des fois, ont ça. Les calendriers sont tellement exigeants, c'est tellement difficile dans cette Ligue-là, la fatigue et tout ça. C'est humain, des fois, que des équipes arrivent contre des équipes moins bien classées, puis relèvent juste un peu. Le niveau de vigilance fait juste s'amoindrir un petit peu, puis ça fait la différence dans un match. Et hier, j'ai été rassuré. La correction que le Canadien a fait à partir du week-end de la semaine dernière, en arrivant en Caroline, puis en gagnant en Floride, puis en affrontant les Panthers cette semaine, ils ont attaqué ce match-là de façon mature. Tout le monde s'est appliqué défensivement, disant on va être patient. Ce sont les Bruins, mais on va être patient. Puis il a fallu attendre jusqu'en deuxième période pour marquer le premier but. Mais après ça, en continuant d'appliquer le rouleau compresseur, ça a fonctionné parfaitement. Victoire presque de routine, mais c'est comme ça qu'il faut aborder les matchs qui restent. Alors, bravo pour la maturité de l'équipe. Et je suis admiratif de Nick Suzuki, qui continue à prendre les choses en main en attaque. La mention d'aide, la passe qu'il a fournie à Caulfield sur ce qui a été le but gagnant dans ce match-là. Oui. Le niveau d'habileté pour faire ça, il a fait ça presque en disant « Veux-tu tenir ma bière? » Ça avait l'air d'un jeu de routine, mais c'était incroyable. Deuxième marqueur de la Ligue nationale depuis la pause des 4 nations. Ça fait très longtemps que le Canadien n'a pas eu un attaquant d'élite de la Ligue nationale, un attaquant qui connaissait une période de grâce comme celle-là, et tu ajoutes Lane Hutson qui est ultra performant, d'avoir cette combinaison-là d'un défenseur offensif extrêmement performant parmi les meilleurs de la Ligue et un attaquant parmi les meilleurs de la Ligue en même temps. Les plus jeunes partisans ont sans doute pas vu ça beaucoup. Il y a eu Subban. Non, mais il n'y avait pas d'attaquant de 80 points en 2013. Les gens parlent de Kovalev parce que Suzuki a rejoint Kovalev, le premier marqueur de 80 points en une saison depuis Kovalev. Mais à l'époque, il y avait Markov. Mais qui n'était pas... Hudson éclipse dès sa première saison les meilleures campagnes de Markov. Ouais. Mais Suzuki, c'est 29 points en 19 matchs là, depuis la reprise des activités. Donc, c'est sur le rythme d'une saison de quoi? 125, 126 points? C'est phénoménal. Dans le contexte. Il y a la façon dont il a décidé de prendre les choses en main. Ouais. Tout l'aspect leadership sur glace qui a vraiment atteint un autre niveau. Puis je pense que ça doit soulager bien des amateurs et mettre de côté le narratif comme quoi le Canadien n'a pas de joueur de premier trio, puis qu'il n'y en a pas de premier centre. Puis là, la discussion n'est plus là. On est en train de parler, ça serait bien que le Canadien se trouve un deuxième centre, mais ce qui est clair, c'est que Nick Suzuki s'est établi comme un premier centre, comme un joueur d'élite dans cette ligue-là, puis il le fait en s'améliorant chaque année. Ouais. Au lieu d'être dire, là, il s'améliore, puis là, après ça, une campagne un peu plus difficile ou un léger recul, non, c'est constant. Et tu te demandes après ça jusqu'où il peut se rendre. C'est ça. Est-ce qu'il va encore s'améliorer? Il a 25 ans. Est-ce qu'il va encore... je pense que oui. Il n'a pas encore atteint... L'apogée, ça commence autour de 24. Il entre dans la fenêtre. Là, où, Je pense qu'au plan défensif, il y a encore place à l'amélioration. Puis quand on le voit, là, on se le fait répéter aussi tellement souvent que de la bonne défense... se transforme en bonne attaque, mais je pense que s'il continue de prendre de s'améliorer défensivement, ça va lui donner encore plus d'occasions à l'attaque. Il passe moins de temps dans sa zone que les autres années, mais je pense qu'il y a encore une coche à aller prendre de ce côté-là pour qu'il devienne l'aspirant au trophée Selke que certains voudraient le voir devenir. Ouais. Je suis pas sûr qu'il soit tout à fait là cette année, mais je pense qu'il a les outils pour le devenir. Est-ce que c'est possible qu'il termine qu'il atteigne 90 points? Ça, moi, je pense... Moi, j'ai de mon vivant... Ce serait quoi, 9 points dans les 7 prochains matchs? C'est quand même pas de la science-fiction. Avec le rythme qu'il a... Et ça s'est pas fait depuis, 95-96, ça fait quand même longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se passent cette saison qu'on n'a pas vues depuis des décennies chez le Canadien. C'est quand même... Oui, et puis souvent, ça revient... C'est pour ça qu'on est de bonne humeur. Souvent, ça revient à Pierre Turgeon, Vincent D'Anfos. Ouais. Alors là, OK. Non, fait que j'ai vu ça j'allais dire, j'ai pas vu ça de mon vivant.
ou enfin de ma conscience. Mais non, j'étais conscient et vivant et conscient. Des fois c'est un ou l'autre, mais dans les années 90, j'étais les deux. Parce que depuis la Coupe de 93, là, Danfous a eu 2 saisons de plus de 90 points, puis Turgeon en a eu une. Sa seule saison complète à Montréal, si je ne m'abuse. Mais dans ces années-là, il faut dire qu'ils étaient quand même... ça ne permettait pas d'être dans le top 10. Là. C'était des années où les meilleurs joueurs avaient 100... Il y avait beaucoup de joueurs de 100 points. Moi, je reste avec l'impression que de ma vie d'observateur, et mettons, j'ai commencé à suivre le hockey en 93, moi, peut-être un peu avant, 91-92, il n'y a jamais eu ça, un moteur offensif à Montréal, ou autre que Turgeon Danfous. Et mon souvenir, c'est que c'était bien, là, mais c'était pas la fine élite offensive. Là, alors que Hudson, c'est la fine élite offensive. Puis c'est Suzuki en ce moment, et on se demande jusqu'où ça ira. En ce moment, c'est Puis Caulfield, en termes de marquer des buts, ça commence à être ça aussi. Puis enfin, depuis 2 mois, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est ça. Bon. Puis on n'aurait pas pensé ça. Là. Auparavant, c'est quand même un gars qui n'a pas fait partie de l'équipe canadienne à la confrontation des 4 nations. Puis qui s'obstine à se dire, ben c'est à travers mon jeu, durant la saison régulière de la Ligue nationale, que je vais pouvoir démontrer que j'ai ma place. Je suis pas sûr que ça a été une bonne stratégie parce que, en tout cas, si le Canadien entre en série, il n'ira pas au championnat du monde, mais le Canadien, s'il entre en série, ce sera en partie à cause de Suzuki. Ouais. Donc peut-être qu'il va aller gagner ses lettres de noblesse de ce côté-là. Mais il y avait quand même une côte à remonter. Là. C'était pas le premier appel que... Ouais. Ben, on aura l'occasion, ça, de toute façon, de revisiter ça à l'aube de la sélection pour les Jeux olympiques. Hey, un truc que j'ai lu cette semaine, c'était un texte de l'extérieur de Montréal. J'aime ça une fois de temps en temps. Bon, évidemment, à l'extérieur de Montréal, ils n'ont pas la fine connaissance que nous, on a de cette équipe-là. C'est normal. Et on peut dire la même chose lorsque on se penche sur des équipes, d'autres équipes. Ils peuvent dire la même chose, mais... Fait que tu as lu un texte de Québec. J'ai lu un... Non, en anglais. C'était en anglais. J'ai lu ça. Et ça disait... Bon, il faisait l'éloge de Suzuki et tout, puis ça disait... et il ne faut pas oublier la contribution du deuxième trio de... Christian Dvorak, Josh Anderson et Brendan Gallagher. Puis j'ai fait comme, c'est le deuxième trio? Mais c'est le deuxième trio. Tu sais, comme quoi, des fois, la vérité peut venir de loin. Ben, c'est parce que quand tu es loin, tu regardes strictement les chiffres, puis tu tires tes conclusions de cette manière-là. Mais dans ce cas-ci... il s'est imposé. Ce trio-là s'est imposé comme le deuxième trio du Canadien. Ils ont marqué des buts... je pense qu'ils ont 12 buts ensemble à leurs 10 derniers matchs. Dvorak a 1 point par match depuis 10 matchs. Pardon? Dvorak a 1 point par match. Oui, depuis 10 rencontres. Mais ils sont sur une... Quand je disais qu'il y a des choses qu'on voit qu'on n'a pas vues. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, à vrai dire. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'à 5 contre 5, on a abondamment parlé, que Patrick Laine à 5 contre 5, c'est pas nécessairement sa tasse de thé. On a... Puis l'impact du trio de Newhook est changeant d'un soir à l'autre, tandis que celui de Dvorak, Anderson, Gallagher, leur façon de jouer est constante, leur effort est constant, puis maintenant, la production qui vient avec l'est également. Donc, c'est pas surprenant qu'en ce moment, on juge que c'est le deuxième trio du Canadien, il le mérite amplement. Personne n'aurait pensé ça. Il y a quoi? Il y a quelques... Il n'y a pas si longtemps, là, Josh Anderson, c'était un paria, puis Brendan Gallagher, il valait rien de mieux qu'un rachat, puis c'est quand même... Oui, mais cette saison, objectivement, je pense que le Canadien avait comme 2 troisième trios. Ils ont été utilisés quand même. Ce qui est mieux que d'avoir 4 quatrièmes trios, comme ça a déjà été le cas. Mais puis à l'époque où Evans marquait plusieurs buts à la mi-saison, on pouvait dire que le Canadien avait 3 troisième trio. Exact. Ouais. Ce qui est, enfin, si ça s'avérait, c'est une stratégie qui se vaut. Tiens, parlant de cette zone-là de l'organigramme, hein, le bottom 6, le 6 du bas, pensez-vous que Oliver Kapanen va avoir sa chance? Là, je sais que ça se passe bien. Mine de rien, Michael Pezzetta, dont on ne voyait que 2-3 minutes par match, là, on en voit plus 6.
5-6. Ce qui est déjà, moins, comment dire, à se gratter la tête. Il joue moins de minutes. En fait, il joue pas beaucoup de minutes, mais ses minutes ont de plus en plus d'impact d'un match à l'autre. Ça. Hier, j'ai bien aimé son match. Là. C'est un rôle très précis qui est... c'est pas un gros rôle. Qui permet, entre autres, à Martin Saint-Louis de donner des présences additionnelles à certains de ses joueurs. Fait que peut-être, c'est comme avoir le bénéfice de jouer à 11 attaquants, 7 défenseurs, mais en gardant 6 défenseurs seulement. Fait que je dois reconnaître que Pezzetta, en ce moment, dans son rôle, joue du bon hockey. Mais je pense que fondamentalement, le Canadien serait une meilleure équipe s'il y avait Kapanen dans sa formation, parce que je pense que ça permettrait au quatrième trio de rester unis et avoir quelques présences de plus. Evans, s'il est chassé du cercle de mise en jeu, tu aurais un autre centre pour pouvoir prendre des mises en jeu, parce que si c'est Pezzetta, il est pas très bon là-dedans. Armia qui a mal au poignet, tu veux pas qu'il prenne des mises en jeu. Alors, c'est le fun d'avoir un autre joueur de centre. Kapanen apporterait une dimension offensive à ce trio-là, un peu dans le même esprit que ce que Heinemann faisait plus tôt cette année. Ouais. Puis, étant donné que Armia joue, il est diminué, en ce moment, il devrait être ton 12e. Mais s'il demeure ton 11e, puis que tu as Pezzetta comme 12e, tu es loin d'avoir un quatrième trio qui est optimal. Tandis que là, si tu insérais Kapanen, Armia, ça serait ton 12e. Ouais. Puis je pense, peut-être que... Armia, ça n'a pas l'air à s'améliorer. Là. Non. Non. Encore au banc, hier soir, il y a des moments où il rentrait au banc, qui se regardait la main, puis ça a l'air vraiment de l'importuner. Mais en même temps, Kapanen est parachuté à la fin de la saison, au moment où, pour reprendre un mot qu'aime beaucoup Martin Saint-Louis, l'équipe est dans les tranchées. Mm-hmm. Et je sais qu'il lui dit dans les tranches, mais c'est dans les tranchées. Et puis, Pezzetta fait partie de ça. Tandis que Kapanen... Ben oui, parce qu'il a été là. Il a été là toute l'année. Il a attendu son tour. Quand on s'est tourné vers lui, il a répondu à l'appel. En ce moment, il joue dans ses limites, son meilleur hockey de la saison. Fait que peut-être que pour l'entraîneur, même si moi, de l'extérieur, je me dis c'est un no-brainer, là. Sur papier. Ça doit être quand même un petit peu agaçant pour Martin Saint-Louis de dire mais là, on m'amène un gars pas qui dérange la chimie, mais qui me force à revoir un peu mes cartes très, très tard dans l'année. Fait que c'est pour ça que quand il parle de dire d'abord, il y a le décalage horaire qui fait en sorte qu'il ne joue pas tout de suite. Physiquement, on lui laisse retrouver toute sa force. Il dit on va lui laisser le temps de se réajuster à notre environnement, à nos concepts, etc. Fait que peut-être qu'il gagne quelques jours de cette manière-là, mais à terme, let's go, mettez-le. Là. C'est pas, puis ça va permettre d'en renvoyer Joshua Roy à Laval, puis il va aider le Rocket, puis c'est correct. Mais là, l'équipe est beaucoup trop mince. Ça fait trop longtemps que l'équipe est trop à court en attaque en termes de profondeur. Puis il n'y a aucune... Il n'y a même aucun débat à savoir est-ce que ce serait une amélioration à l'alignement si Kapanen se joignait à l'alignement pour toutes les raisons que Marc-Antoine a données. Puis, à un moment donné, c'est ça, là. T'as des jeunes... Et je pense qu'aucun doute, même si Kapanen a été renvoyé après 12 matchs en Suède, je pense qu'il n'y avait aucun doute dans l'esprit des dirigeants du Canadien que c'est un joueur de la Ligue nationale. Et je pense que le même raisonnement qu'on avait appliqué à Heinemann en le renvoyant à Laval, c'était on va lui donner la chance de jouer dans un environnement, il va pouvoir produire plus offensivement, développer cet aspect-là de son jeu. C'est un gars intelligent, c'est un gars qui est capable de jouer physiquement, il a un bon tir. Et là, il revient en pleine confiance là, après avoir eu du succès offensif. Alors, c'est du gros succès. Là. Oui. Il y a eu une des moyennes les plus élevées. C'est quoi? Tu écrivais dans ton texte, Marc-Antoine, la 4e ou le 3e? Quatrième meilleure moyenne de points par match dans toute la Ligue. Qui est une ligue défensive. Puis le seul joueur de moins de 24 ans, là, il y a 21, là, souvent, c'est des vétérans qui vont chercher cette cadence de points-là. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. Puis Heinemann, qui a joué là, lui, pendant 3 ans, il dit « Wow, ça m'impressionne. Bon. » Parce qu'au même âge, quand Heinemann était là, il le faisait pas, lui. Fait que les jeunes que tu insères dans l'alignement, qui sont dans des bonnes séquences ou qui vont bien à ce temps-ci de l'année, ils apportent quelque chose aussi. Ils apportent de l'énergie, ils apportent de l'enthousiasme.
Alors, moi, je pense que c'est juste un plus. Il va falloir, là, les séries éliminatoires, juste une série, si le Canadien se qualifie, juste une série 4-7, tu perds des soldats. C'est extrêmement intense, c'est féroce. Là, c'est le premier tour éliminatoire dans la Ligue nationale, c'est extrêmement difficile physiquement. Fait que ça va en prendre des renforts. Fait que faisons-les jouer, les jeunes, si c'est possible. On va le voir en fin de semaine. Je pense que... Il y a 2 matchs en 2 jours. Oui, ça pourrait peut-être être peut-être que dimanche contre Nashville, ce serait une bonne affaire. Moi, c'était ça. En début de saison, je trouvais que c'était une des belles histoires. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre dans cette note-là. Cela dit, Joshua Roy semble avoir raté son audition. Mais c'est pas... Ça fait 2-3 cette année, là. Oui, mais la saison dernière, de façon générale, il avait commencé lentement, ça avait pris un certain temps, puis il y avait affaire, à un moment donné, on le regardait jouer, puis on disait, OK, ça va être un joueur de la Ligue nationale, il va se tailler une place dans cette équipe-là. C'est une grande déception cette année, je trouve, dans l'organisation. Des fois, à ce niveau-là, quand le train passe... Il y a comme une fenêtre... Manque-le pas trop souvent. Ouais. Et c'est ça. Il doit être déçu de la tournure des événements, Joshua, mais il n'a vraiment pas ressorti. Il n'a pas ressorti du lot très souvent quand on l'a utilisé. Là. Mais il s'est amélioré défensivement depuis ses années juniors. Joshua Roy, il n'est pas un gars qui est vraiment une carence sur 2 pattes là, au point de vue défensif, mais c'est quand même pas sa tasse de thé principale. C'est un gars qui crée de l'attaque puis qui est intelligent. Mais à travers la Ligue nationale, tu as des départements de recrutement professionnel qui, eux, leur job, c'est regarder les joueurs dans chaque équipe puis comprendre ceux qui sont mal utilisés et ceux où les styles de jeu ne correspondent pas à l'équipe pour laquelle ils jouent, puis à s'interroger à savoir, tel joueur, si nous, on le plaçait dans notre environnement, est-ce que ça irait mieux? Puis je pense que le problème de Joshua Roy, en ce moment avec le Canadien, c'est qu'il n'a pas réussi à se trouver dans la façon de jouer des 3 trios du Canadien, surtout pas du trio de Dvorak et le trio de Newhook. Ces outils ne sont pas complémentaires aux besoins de ce trio-là. Ouais. Fait que c'est pas un gars qui se distingue par sa vitesse, par la quantité de batailles qu'il gagne le long des rampes. C'est un gars qui est imaginatif, qui a une bonne vision du jeu, mais qui ne contribue pas à accélérer la cadence. Fait que si tu peux pas le mettre avec Laine dans un contexte où tu dis Laine, on le sait déjà qui ralentit le jeu. Ah oui? Tu veux avoir un gars qui, comme Newhook... Même le jeu, des fois, le jeu n'en revient pas. Tu sais, t'avais besoin sur ce trio-là d'un gars qui allait être le F1, qui allait être en échec avant. Heinemann répondait tout à fait à ce critère-là, mais c'est pas dans la façon de jouer de Joshua Roy. Alors, une autre équipe pourrait très bien se dire, nous, un gars comme ça, avec ce profil-là, parce que je pense qu'il a des atouts de la Ligue nationale, il y a de la façon dont d'autres équipes forment leur trio, il y aurait certainement une place pour lui dans une autre structure. Mais pour cette année, en ce moment, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à ressortir du tout. Mais une partie du blâme lui revient, mais je pense qu'il y a juste la chimie des trios aussi qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu très évident en lisant la bio de Daniel Brière. Qui c'est qui a écrit ça, donc? En tout cas, c'était bon. Mais il y a une question de timing. Il y a une question d'être à un endroit... tu parles de ça, de ses environnements, du style de jeu, des coéquipiers aussi. Juste la façon dont les trios sont faits chez le Canadien. On ne peut pas commencer à tout défaire pour trouver une place qui va être parfaite pour Joshua Roy. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que tu regardes les options, puis on a beaucoup parlé de, c'est ça, le fait que lui avait du travail à faire, mais c'est vrai que le contexte ne l'aide pas. Et je ne sais pas si l'an prochain, ça va être ça, non? Ça va être ça, est-ce que l'an prochain, il y aura le contexte aura changé pour que ça favorise... Je pense que ça va être aussi problématique, parce que Anderson et Gallagher sont déterminés à défendre leur place sur le top 9. Ils vont être encore là. Demidov va arriver. Si le Canadien réussit à se trouver un deuxième centre puis que ça ne lui coûte pas Kirby Dach pourrait être transféré à l'aile, il va y avoir beaucoup de gars. C'est ça. Alors, ça sera pas plus simple. Ça sera pas plus simple, non. À moins que Roy réussisse à convaincre
Martin Saint-Louis d'envoyer Slavkovski sur une autre ligne puis qu'il joue avec Suzuki puis Caulfield, là, je vois ce qui n'arrivera pas. Mais ça serait son meilleur... Ben, ce serait son moins... ça serait son peut-être meilleur fit. Ouais, c'est ça. Puis encore là, tu sais, Martin s'attend à ce que Slavkovski, lui aussi, donne le ton en échec avant sur ce trio-là. Ouais. Puis, tu sais, alors, t'en as un, là. T'as un F1 par trio. C'est normal de fonctionner comme ça. Mais je trouve que au plan stylistique, il y a un problème avec Joshua Roy puis le Canadien. Fait que c'est pour ça qu'à moyen terme, là, je m'inquiète un peu de son avenir à Montréal. Peut-être pas dans la Ligue nationale, mais avec le Canadien. Alors, comme on dit souvent, les choses changent vite au hockey. Très vite. Dans un sens comme dans l'autre. Le match le plus important de l'histoire du hockey. Eh oui, encore en fin de semaine. Alors, mis à part ça, quelque chose à ajouter? Bien, Martin faisait référence au fait que ça avait été un match piège contre les Bruins face à un adversaire de moindre calibre. Le Canadien en a encore quelques-uns là, à son calendrier. Fait que c'est le fun de dire que le Canadien a un horaire assez relax d'ici la fin de la saison. Mais Philadelphie, c'est un match piège. Nashville, c'est un match piège. Si on regarde un peu plus tard, ils vont affronter Chicago. Fait que, tu sais, c'est un gros piège. Ça. C'est des adversaires. Mais là, ils sont tombés dedans au début de la saison, au début de l'année 2025, rappelons-nous. Les Flyers, c'est frais à leur mémoire, fait que ça devrait les aider. Oui. Mais c'est vraiment de rester très, très vigilant puis d'utiliser la façon dont ils ont abordé le match contre les Bruins comme plan de match là, pour les prochaines rencontres, parce que là, c'est tout à fait à leur portée. Puis le cliché de dire qu'ils sont en contrôle de leur destinée, ben c'est plus vrai que jamais. C'est un week-end très intéressant. Ça peut être un très gros week-end pour le Canadien. J'ai aimé, après le match de jeudi, Martin Saint-Louis, quand il a parlé de la défaite à Philadelphie, il y avait presque de l'écume au bord de la bouche là, en disant là, les leçons, c'est le temps d'exécuter, on veut plus de leçons. Donc, Canadien contre les Flyers, avec le Canadien qui a en mémoire très fraîche la défaite de la semaine dernière. Les Rangers qui sont au New Jersey samedi. Ça, c'est pas 2 points à la poste pour eux. Et Columbus qui joue 2 matchs en 48 heures à Toronto et à Ottawa. Ça, c'est un potentiel. Ça pourrait être 2 défaites dans un monde parfait, mais il y a certaines, peut-être, en tout cas, fort probablement une défaite sur 2. Fait que le Canadien, en remportant ce match-là, et si les autres matchs se déroulent bien, ça pourrait accroître l'avance avec se retrouver au début de la semaine prochaine avec 5 matchs à jouer et une bonne côte à remonter. Là. Fait que ce sont effectivement les matchs les plus importants de l'histoire. Et si c'est le cas, si le Canadien gagne ses 2 matchs, que Columbus perd ses 2 matchs et que les Rangers perdent son match, mardi, on fait une prédiction pour la première ronde des séries. T'es très enthousiaste. Pourquoi pas? Capitals Montréal, je veux savoir tout. On va tout décortiquer ça. Ça va être fait. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. Bon, ben restons dans cette effervescence absolument qui est à son niveau maximal. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, quel est votre niveau d'enthousiasme en ce moment avec tout ce qui se passe chez le CH? Alors, sur Facebook, Luc, au maximum, David, je pleure, Joanne, moi aussi, Arnaud, niveau Top Gun. Ça, c'est juste sur Facebook. J'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Sinon, j'avais une bonne enfilade. Je trouvais que ça donnait du rythme. Sinon, sur le Gram, Maître J, il y a quelque chose de magique avec le groupe. On fait les séries et on gagne un tour. Hein, ça, vous voyez, lui, on a déjà une prédiction là, pour le premier tour. Mais... Souviens-toi, la dernière fois que des équipes dans l'Est se sont qualifiées avec moins de 90 points, avec 88 points, les Flyers et les Canadiens se sont rendus en finale de conférence, les deux. Et qui le Canadien avait battu au premier tour? Les Capitals.
Et là là! Tout est dans tout. Et là là! Voilà. Sur le gram, toujours pour Michel, mon niveau d'enthousiasme est de 892 sur 894. Je ne sais pas si ces chiffres-là ont une Un petit signification. peu d'incertitude. Oui, un petit laisse une marge de 2 sur 894. Et finalement, sur le tube, Esteban, quel est votre niveau d'enthousiasme? Palpable. ça, On vous croit sur parole. Ça dit tout. Bon, prenons 2 minutes là, pour parler de ces bons vieux Bruins. Oui. C'est si près et si loin. C'est cet ennemi à qui on tend la main. Moi, je suis pas convaincu que c'est terminé, qu'il n'y a rien à faire avec ça. Tu sais, on a beaucoup lu ça, et évidemment, c'est ça, dans la foulée du match, il s'est écrit plusieurs choses. Tu sais, mais qui a dit, tu sais, t'as un gardien élite, t'as un défenseur élite, t'as un attaquant élite. Puis là, je vous laisse les... Non, mais Swayman, McAvoy, merci, et Pasternak. C'est une bonne base. Regarde, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ben, c'est parce qu'après ça, c'est qu'il faut que tu remplisses le reste de ton alignement, n'est-ce pas? Oui. Les Bruins ont 8 attaquants sous contrat en vue de la saison prochaine. À l'heure actuelle, ils ont des jeunes qui sont joueurs autonomes avec compensation. Mais ils ont tellement pas de jeunes dans leur pépinière que tu peux pas dire on va simplement... On était rendu là à faire de la place à nos jeunes. Nos jeunes, là, ils ont Mathieu Poitras, ils ont Fabian Lysell qu'on a vu hier. Qui s'est fait brasser pas joyeusement. Ouais. Et puis, ils sont allés chercher Fraser Minton. Ouais. C'est pas prévu qu'il devienne un attaquant top 6, là, ce gars-là, non plus. Alors, c'est à peu près ça. Alors, tu sais, c'est pas les gros chars. Alors, dans ce contexte-là, si tu veux accélérer ta relance puis dire nous, on va faire une réinitialisation là, à la volée, ben, t'es mieux de sortir le carnet de chèques puis de dépenser beaucoup le 1er juillet. Mais il y a beaucoup d'erreurs qui se font le 1er juillet parce que tu t'engages à long terme avec des gars dont souvent les meilleures années sont derrière eux. Puis, tu sais, le passé récent des Bruins avec Elias Lindholm et avec Nikita Zadorov a démontré que leurs embauches sur le marché du jeu autonome, ça s'est retourné contre eux. Fait que ils ont des outils pour pouvoir se raplomber assez facilement, mais je pense que ce serait dangereux pour eux d'essayer de prendre des raccourcis. Ça va peut-être prendre 2-3 ans. Ça sera peut-être à la volée comme ça, là, au mois de juin, dire on repart, on est une équipe de séries éliminatoires, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que ça. Parce que c'est pas une équipe comme... tu sais, c'était très rare. On a vu à un moment donné, tu parlais tout à l'heure des Flyers de Philadelphie. Il y a une année où ils étaient bons. Après ça, l'année suivante, ils ont fini pratiquement dernier de la conférence. Mais ils demeuraient quand même une équipe avec plusieurs bons joueurs. Puis, ils avaient retrouvé le moyen de se redonner un élan. Là, je parle de l'époque de Carter puis Richards puis tout ça. Mais là, c'est pas ça. Là. C'est qu'ils ont perdu... Les Bruins, eux, ont perdu plusieurs bons éléments. Il leur reste rien. Fait que... non, mais c'est vrai. Ben, il reste pas rien. Oui, mais regarde, il te reste une équipe il te reste 3 bons joueurs. Ouais. Mais tu n'as toujours pas de premier centre au sein de cette équipe-là. Pavel Zacha, c'est pas un premier centre. Elias Lindholm, c'est même plus un deuxième centre. Casey Middlestad, qui vient d'arriver, on lui souhaite bonne chance dans sa 3e organisation. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas suffisamment de profondeur à cette équipe-là pour qu'elle soit compétitive. Fait qu'il va falloir qu'elle trouve des façons juste de rentrer des gars de qualité. Oui. Parce je pense que ça, c'est un travail qui va prendre quelques temps. Je dis pas que... La dernière fois qu'ils ont raté les séries 2 fois de suite, les Bruins, là, ça fait quand même plusieurs années, et où ils ont réinitialisé la machine. Patrice Bergeron avait 30 ans. Il restait quand même pas mal de bon hockey à jouer. Krejci avait 29 ans. Brad Marchand avait 27 ans. Zdeno Chara avait 38 ans, mais Pastrnak avait 19 ans, il arrivait. Fait que t'avais quand même t'avais une base de jeunes joueurs, là. Toukaras qui avait 28 ans. Alors là, tu regardes, c'est parmi les joueurs qui sont présents dans l'alignement, tu as McAvoy, Pastrnak arrive à 28 ans, mais si ça prend 2-3 ans à relancer ça, il va déjà être rendu à 31 ans. Ça va probablement prendre plus qu'une saison. Qu'un été. Un été. Ouais. Pensez-vous que Marchand pourrait retourner? Tu sais, dans les... moi, en lisant ses propos...
sur la question. Là, il avait l'air de dire que... Je pense pas, moi. Non? Non, je pense qu'il est... Tu s'en viens à Montréal? Qui a proposé ça? Non. J'ai lu ça quelque part. Ouais, il a pas fermé la porte. Non, je sais bien, mais... Non, mais écoute, c'est parce que je sais, ce serait... Si on ferait Lucic, Marchand, puis... Ben, Sur le quatrième trio. Lucic ne se voyait pas dans le... Non? Il l'a dit ouvertement parce que Marc Bergevin lui avait fait une offre. Là, C'est vrai. Ben bonne oui. et due forme. Ouais. Puis finalement, il était allé à Edmonton parce qu'il dit j'étais juste pas capable de m'imaginer dans le chandail du Canadien. Tandis que Marchand est beaucoup plus ouvert à cette idée-là, étonnamment. C'est pas Josh Georges qui avait... Ah! On écoutait Dunkirchen avant... Pourquoi ça dérange? J'ai perdu le contrôle de ta machine. Alors, on écoutait Dunkirchen avant et je lance on parlait de Ferris Bueller. Ah, ben là, t'as donné la réponse. De quel film parlait-on mettant en vedette un jeune Matthew Broderick? Répondez dans les commentaires. Vas-y, Martin. Donc, on disait... Où on était? Ben là, c'est qu'on parlait de Brad Marchand. Ouais. À Montréal. Oui, c'est ça. C'est pas Josh Georges qui avait refusé une transaction avec les Maple Leafs en disant qu'il était incapable de porter le chandail. Oui. Alors, tu sais, puis c'est drôle parce qu'il s'est fait poser plusieurs questions, Marchand, par rapport au fait de haïs-tu autant le Canadien maintenant que tu n'es plus avec les Bruins? Ça fait quoi? Est-ce que tu les regardes différemment? Puis lui, il a juste dit... Ben, c'est une équipe qui est bien construite, honnêtement. T'sais. Puis là, c'était comme il lançait des fleurs aux Canadiens. Aucune animosité. Là, c'était comme non, c'est bien, c'est le fun. Puis j'aime ça. Puis je suis content quand les équipes, les gros marchés comme ça fonctionnent. Puis tu veux que le Canadien soit bon. Puis, en tout cas, alors. Sacré Brad. Il n'est pas fermé à l'idée. C'est un peu loufoque, ne serait-ce que parce que le Canadien, à cause de la présence de Gallagher puis Anderson, je trouve qu'en termes de. Non, il n'y a pas de besoin. En termes de vétérans sur la pente douce, un petit peu, c'est pas. Tu veux pas aller là, mais c'est le chouchou, le modèle de Kent Hughes. Brad Marchand? Ah oui. Ah ouais. Kent Hughes regarde Brad Marchand puis il dit dans la capacité. Non, parce que Brad Marchand, il est exactement comme Martin Saint-Louis. C'est un gars qui n'a jamais cessé de s'améliorer au fil de sa carrière, qui prenait là, je t'annonce que ça essaie de s'améliorer. Ouais, mais là, je veux bien. Ouais. Je t'annonce que c'est fait depuis quelques années. Il sera pas meilleur là, que. Mais, qu'est-ce qu'on a vu? Non, mais c'est ça. C'est que au fil de sa carrière, il a été capable de prendre des éléments, d'ajouter des choses à son jeu. Absolument. Puis de faire en sorte que le gars qu'on croyait au départ être une peste de quatrième trio est devenu un joueur élite. Ouais. Alors, Kent Hughes cherche ça. C'est un ingrédient, un mystère chez un joueur de hockey d'être capable, qu'on soit capable d'identifier qui a le gène de l'amélioration continue. Alors, Saint-Louis l'avait, Brad Marchand l'avait, et puis et ça étonné que Kent Hughes est un gars qui a vécu dans la région de Boston pendant très longtemps. Il s'est imbibé de Bruins. Et donc, c'est ça. Donc, Brad Marchand, c'est son. Moi, je lançais ça comme ça. Je pensais pas que. Puis en plus, le Canadien n'a presque pas de petits joueurs dans son alignement. Donc, ça ne dérangerait pas d'ajouter un joueur de 5 pieds 9. Non, intéressant. Ouais. Intéressant. On complète. Je vais faire surveiller le segway. J'ai pas le mot en français. La transition, merci, mais. Le pivot, on me souffle à l'oreille, c'est pas tout à fait un pivot, c'est plus une transition. La dernière fois que les Blues de Saint-Louis ont gagné la Coupe Stanley, c'était contre les Bruins de Boston. Mm-hmm. Oui. Oh. Mais c'était moyen. Non, c'était moyen. Il y a un lien. Ouais, mais en tout cas. À l'école de communication, celle-là, je ne la donnerai pas en exemple. Non, je veux qu'on parle des Blues en terminant, parce que encore là, Martin, tu t'éclaires ma lanterne. Je vais absolument manquer ça. Et bon sang que c'est le genre d'histoire qui me mettent de bonne humeur. Ouais, vous avez vu le film Major League? L'avez-vous vu? Ben oui, plusieurs fois, je le connais par cœur. On parlait de Ferris Bueller tantôt. Hein? On est dans les comédies des années 90, début 90? 80-90. En fait, Major League, je pense que c'est 90. 89 que Major League. Ah oui, OK. C'est ça. Puis Ferris Bueller, c'est 87, peut-être. Un petit peu plus vieux. Alors, pour les jeunes à l'écoute, là, allez googler ça, là. Ouais. Vous allez voir, il y a une raison. Hey, j'ai vu tantôt qu'ils vont refaire de Naked Gun. Pas vrai?
Parce que j'allais dire, on n'en fait plus des bons films comme ça, mais c'est ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on refait ces films-là. Alors, il va sûrement avoir une suite à Major League bientôt avec le bâton Torpedo, mais bref, je m'égare. Dans le film, il y a une scène célèbre, ou une interaction célèbre, je devrais dire, entre un cogneur de puissance et, ses superstitions, disons ça, entre guillemets. Jobu, ayúdame en este momento. Para que me des el poder, para conquistar el cuerpo. Te daré mi devoción para siempre poderoso. ¿Qué pasa there, Pedro? Bats. They are sick. I cannot hit curveball. Straight ball, I hit it very much. Curveball, bats are afraid. I asked Jobu to come. Take fear from bats. I offer him cigar and rum. Oui, parce qu'il pratique le vaudou. Il pratique le vaudou. Il est incapable de frapper la balle courbe et donc il utilise une poupée vaudou qui s'appelle Jobu. Mm-hmm. Donc dans son petit casier, elle est là, puis il lui fait des offrandes. Des offrandes de rhum. Et ça revient pendant tout le film. Là. C'est un truc sur lequel on joue. Exactement. Et écoute, Jobu est vivant. C'est ça. Jobu est encore dans les parages. Jobu a un effet dans cette équipe-là, dans Major League, sur les Indiens de Cleveland. Et c'est un personnage. Les gens qui connaissent les films de sport qui savent qui est Jobu. Et en 2017, il y a les Flames de Calgary qui ont fait appel à Jobu. Les Flames avaient perdu 29 matchs de suite à Anaheim. Une victoire à leurs 36 matchs précédents à Anaheim. En quelle année, ça? En 2017. Ils avaient perdu 29 matchs de suite? Non, mais en 2017, ils étaient à Anaheim. À Anaheim. Okay. Donc, ils étaient sur une séquence. Ils s'en allaient jouer à Anaheim. Il y avait eu 29 défaites de suite. Et l'entraîneur Glenn Guludzon, qui dirigeait les Flames, avait apporté une statuette de Jobu dans le vestiaire. Et les Flames avaient mis fin à leur séquence perdante, avaient remporté ce match-là 2-0. Et ça m'avait fait rire, cette histoire-là, parce que le Canadien, à l'époque, avait une séquence de défaites épouvantable qui remontait à San Jose. Ouais. Et j'avais fait une chronique en disant peut-être que le Canadien devrait amener Jobu. Et il y a 3 ans, dans ma ligue de balle molle, on avait une équipe de cogneurs incroyable. Et aux 2 tiers de la saison, on jouait pour à peu près 500, puis après un match, les coéquipiers commençaient à baisser un petit peu, à regarder par terre et à dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on ne fait pas plus de points que ça? Et là, en retournant à la maison, je m'étais dit, ça nous prend Jobu. Et j'avais commandé Jobu sur Internet, qui m'avait coûté quelques centaines de dollars. Mais ça n'a pas de prix, là. Et je l'ai apporté au match suivant. Puis là, j'ai expliqué aux coéquipiers qui ne connaissaient pas Jobu. Là, lui, il va être au banc. On va lui faire des offrandes de rhum. Si on gagne, il faut faire des offrandes de rhum. Sinon, la séquence va se terminer. Et on avait fini la saison, séries éliminatoires incluses, 19 victoires, 2 défaites. Les bâtons s'étaient tous réveillés en même temps. Et donc, ce qui est vraiment drôle, c'est que les Blues, c'est notre confrère affecté à la couverture des Blues au site athlétique qui rapportait ça. Quand ils sont revenus, les Blues de la pause des 4 Nations, Jobu avait une place dans le casier. Il y avait un casier dans le vestiaire. Il était sur la tablette supérieure, sa plaquette avec son nom. Et là, il est devenu un membre de l'équipe, Jobu. Alors, il a sa place dans le vestiaire à côté de Zachary Bolduc. Quand l'équipe part en avion, il y a son siège. On l'installe sur son siège dans l'avion. Et depuis la pause des 4 Nations, les Blues ont la meilleure fiche de la Ligue nationale et ils ont remporté jeudi soir leur 11e victoire de suite. C'est un record dans l'histoire de l'organisation. Et écoute, je ne sais pas si à Saint-Louis, les gens commencent à tracer des parallèles avec l'histoire de Gloria en 2019, là, quand les joueurs étaient sortis prendre une bière au mois de janvier à Philadelphie, qui était dernier au classement de la Ligue. Et il y avait un DJ qui, à toutes les pauses publicitaires pendant le match de hockey, faisait jouer Gloria et les joueurs avaient dit « On adopte cette chanson-là ». Et ils avaient fini par remporter la Coupe Stanley. Mais je trouve ça extrêmement comique parce que c'est le genre de distraction des fois dans une équipe où tout le monde se met à embarquer dans ça et ça crée
une magie. Et écoute, dans mon équipe de Balmol, c'est rendu complètement fou. Là. Si on était pour commencer le match et que Jobu n'était pas à sa place sur le banc, il y a des gars qui capotaient pour vrai. Il est où, Jobu? Il faut le placer. Puis il y a des gars qui avaient besoin de toucher à Jobu avant d'aller frapper. Puis il y avait un coéquipier qui avait poussé la note plus loin, qui apportait des bâtons d'encens. Puis on allumait de l'encens sur le banc avant le match pour placer ça autour de Jobu pour qu'il se sente bien pendant le match. Alors, ça devient une superstition. C'est parce que ça installe une ambiance. C'est ça. Puis, tout le monde se met au diapason de quelque chose. Exactement. Alors, je trouve que c'est une belle histoire et ça montre que il y a des choses intangibles dans le monde du sport, des fois, qui ont un effet sur le comportement d'une équipe. Ce qui est ironique, par exemple, c'est que dans le film Major League, Jobu, finalement, le joueur Pedro Serrano, qui est le voltigeur qui pratique le vaudou, à un moment donné, se rebelle contre Jobu parce qu'il juge que Jobu ne lui sert à rien. Puis il dit « Too bad, je vais le faire tout seul. Je vais réussir à frapper la balle courbe tout seul. » Puis il se dépasse. Il s'affranchit de Jobu. Exactement. Alors finalement, Jobu est envoyé aux orties. Mais là, toutes les offrandes de rhum, là, qu'est-ce qui se passe avec ce rhum-là? C'est pour Jobu. OK. Ouais, à la santé de Jobu. À la santé de Jobu. Oui. D'accord. Faut lui dédier. Je te dis qu'on s'amuse à Saint-Louis. Vraiment? Hein? Ils ont. Donc là, le titre du balado, ça va être Martin Leclerc prédit la Coupe Stanley aux Blues de Saint-Louis. On a quelle date? 4 avril. 4 avril 2025. On les a vus l'autre jour là, quand ils ont affronté le Canadien. C'était impressionnant. Là. C'est une équipe qui, pour moi, a été plate pendant tellement longtemps. Puis, ils ont réussi à se renouveler. Tu sais, leurs joueurs, c'est pas une équipe... C'est une équipe qui, maintenant, ressemble un peu aux Canadiens en le sens que ils n'ont pas des super vedettes. Tu sais, Robert Thomas puis Nick Suzuki, c'est exactement le même niveau. Là. Et ils ont aussi, d'ailleurs, ils sont sur une lancée furieuse, les deux en même temps. Mais c'est une équipe qui est beaucoup basée sur la profondeur. Puis tu regardes la façon dont ils ont réussi à aller chercher des jeunes joueurs pour se renouveler. Évidemment, il y a eu les deux offres hostiles, Broberg et Holloway. Mais tu sais, Toropchenko, tu parlais de Bolduc aussi qui rentre dans... Tu sais, il y a vraiment un renouvellement très intéressant qui fait en sorte que cette équipe-là, qui, à mon sens, était aussi plate à regarder que de la peinture séchée, pendant longtemps. Là, c'est devenu une équipe qui a vraiment un style combatif, très offensif, puis pour reprendre une expression à Martin Saint-Louis, ils viennent par vagues. Alors, sont durs à jouer contre. Ils sont durs, oui. Ils ont du jus. Quand les Bruins regardent jouer les Blues, ils se disent peut-être qu'ils ont laissé partir leur entraîneur trop rapidement. Ça aurait pu me servir. Ça aurait été une meilleure transition tantôt. Prochaine fois, vous inverserez vos rôles. Tu viendras commenter, puis Martin va animer. Reste que, puis pour finir avec la dualité Bruins-Blues, si les Blues ont été... Je sais qu'ils ne partaient pas avec le même chantier, mais reste que ce qu'Armstrong a fait, c'est assez impressionnant comme pivot. Ouais. Moi, je pense que c'est pas... c'est ça. Je pense que ça devrait servir d'inspiration, à tout le moins, à l'état-major des Bruins. OK. Là, n'oubliez pas, en fin de semaine, là, c'est les 2 matchs les plus importants de l'histoire. Un après... dans l'ordre. Celui de samedi, c'est le plus important, et ensuite, c'est celui de dimanche. Exact. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'était un grand bonheur, messieurs, encore une fois. Fun, Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du hockey. Oui, l'autre étant Alexandre Gasson. Que l'on salue. Je vous souhaite tous les deux un excellent week-end. Je fais de même en direction de Jacques-Alexis Bernardin, le producteur et réalisateur de Tim Hockey. Un grand merci, Jacques-Alexis. Le signataire. Le signataire, c'est lui qui signe. Il signe. Signe ici. Non, pas besoin de lire. Signe ici. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. Puis, qui sait, peut-être que mardi, on va être en train de décortiquer... l'alignement des Capitals. Comment battre les Capitals de Washington. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.